Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, bienvenue à la 3e saison de Héros Anonymes. Ces derniers temps, l'éducation a défrayé la manchette avec la grève des enseignants. Certains craignent un décalage dans l'enseignement à cause des jours d'école manqués. Pourtant, le décalage s'observe à l'année chez les étudiants de familles à faible revenu qui peinent à se procurer du matériel scolaire ou à offrir des conditions qui facilitent un bon apprentissage. Car lorsqu'on vit, entre autres, de l'insécurité alimentaire, apprendre devient de plus en plus difficile. Malheureusement, le panier d'épicerie a également connu une hausse drastique. Vous connaissez l'adage où on dit plutôt que de donner des poissons, il faut apprendre à pêcher. Il y a des organismes, en fait, qui non seulement donnent des poissons, apprennent à pêcher, mais également font l'élevage de poissons. Ça sera le cas de notre deuxième invité, qui est le Carrefour solidaire Centre communautaire d'alimentation, qui a vraiment un programme extraordinaire. Donc, non seulement on distribue des paniers alimentaires, mais également on donne des cours de cuisine, il y a des cuisines collectives et il y a tout aussi un plan de jardin communautaire où on peut faire pousser ses propres fruits et légumes. C'est un organisme qui me donne espoir que, avec des gens passionnés comme nos invités, on peut vraiment changer les choses. Donc, pour cette 4e émission de la saison 3 des Héros Anonymes, nous avons un peu combiné des acteurs importants qui jouent autant un rôle d'avant-plan dans le milieu de l'éducation et également pour contrer l'insécurité alimentaire. Tout de suite après la courte pause, notre premier invité, Jonathan Tanguay, président de la Fondation L'Éducation à l'école Pointe-Lévis. La Fondation L'Éducation de l'école Pointe-Lévis est très, très active afin de motiver nos jeunes au niveau de la réussite scolaire, mais a aussi un grand rôle auprès de familles plus démunies qui peinent à se procurer articles scolaires ou à offrir les conditions qui facilitent un bon apprentissage. Nous recevons aujourd'hui le président de la Fondation, Jonathan Tanguay. Bonjour, Jonathan. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci. Et grâce à des gens comme vous, ça va mieux pour beaucoup de familles. C'est ce qu'on essaie le plus possible d'accomplir à l'école Pointe-Lévis. Okay. D'abord, d'entrée de jeu, on voit souvent des fondations d'écoles qui sont en fait des écoles privées. Et dans votre cas, on n'est pas une école privée. Non, exactement. On est une école publique. Puis d'ailleurs, à Lévis, on est la rive sud là, de la ville de Québec. À Lévis, on est quand même la plus grosse école publique de la région de Chaudière-Appalaches. On a 2300 élèves qui étudient à l'école Pointe-Lévis. Donc, c'est ça, il y a beaucoup d'étudiants. Mais est-ce que c'est pas rare un peu une fondation en milieu public, dans le sens que c'est une école qui est déjà en quelque part financée par le gouvernement? Absolument, c'est peu commun, mais en fait, nous, le choix à l'époque qui a été fait lorsque la fondation a été créée en 2011 par un des anciens directeurs avec des collaborateurs, collaboratrices, c'était vraiment le but
on reçoit de l'argent du centre de service, mais des fois, on a des projets supplémentaires à financer, puis on veut offrir plus de soutien aux étudiants et à leurs familles. Donc, c'était un peu ce pourquoi la fondation a été créée. Mais effectivement, c'est pas très commun, une fondation en école publique. Oui. Bien, c'est sûr que du côté de l'école publique, on a une grande disparité de types de familles aussi qui participent, en fait, qui est présent à l'école. Les enfants viennent de différents milieux et malheureusement, il y a quand même un certain nombre de familles qui sont des familles dites plus démunies pour lesquelles vous êtes présents. De quelle manière vous les aidez? Bien, en fait, nous, la mission de la Fondation, je dirais qu'elle repose sur 3 piliers, mais vraiment notre pilier le plus important, c'est de soutenir le milieu en aidant les familles à faible revenu à payer la facture reliée au matériel scolaire. Parce qu'il faut savoir aussi que dans notre école secondaire, on a un programme régulier, mais on a aussi un programme hors langue et sport. Et pour certaines familles, des fois, c'est un peu plus difficile l'achat, le paiement de la facture, mais l'achat également de matériel. Pour les étudiants, pour leurs enfants. Ça peut représenter quoi, un budget relié au matériel scolaire? Parce que on sait également que l'inflation a fait en sorte que à peu près tout a augmenté. Donc, j'imagine que garnir son sac d'école a aussi augmenté cette année. Bien, c'est certain. C'est ce que ça peut représenter, c'est des centaines de dollars. C'est sûr que ça représente plus de 100 dollars. Ça dépend évidemment si l'étudiant est au régulier ou est au programme hors langue et sport, mais c'est plusieurs centaines de dollars. Puis on le voit, là, comme vous l'avez dit, avec l'épicerie qui augmente, le coût des matériaux qui augmente, mais également dans les villes, il y a aussi la saison des taxes aussi bientôt. Donc, il y a des augmentations de taxes beaucoup dans plusieurs villes. Ça paraît dans un budget familial pour certaines personnes, une couple de centaines de dollars de plus dans l'année à budgéter. Là. Oui. Vous parliez de 3 piliers. Il y a aussi le matériel didactique. C'est quoi la différence entre le matériel scolaire et le matériel didactique? Le matériel didactique, c'est plus au niveau de l'équipement puis d'outils pédagogiques pour soutenir le travail des enseignants dans les classes directement. Donc ça, c'est le deuxième, un des autres piliers, donc d'offrir du matériel didactique. Puis notre 3e pilier, qu'on en reparlera certainement, là, c'est appuyer avec un programme de bourse les élèves méritants au niveau sportif, académique, etc. Donc on est vraiment là pour créer un environnement qui est favorable à la réussite des étudiants et ce, peu importe le milieu d'où les gens proviennent. Pour que ça ne soit pas un frein dans leur progression scolaire. Absolument. On veut que tout le monde ait les mêmes chances de réussir. Puis parfois, mais on ne provient pas de milieux qui sont faciles. On n'a pas toujours les mêmes conditions de famille en famille. Donc, pour nous, c'est vraiment primordial que tout le monde ait des chances égales. Puis on a des beaux parcours là, d'étudiants là, qui ils l'ont pas toujours vécu facile, mais qui sont bien contents, entre autres, de recevoir une bourse pour poursuivre, par exemple, leurs études au niveau collégial en fin d'année. Est-ce que vous avez des exemples de beaux parcours comme ça qui démontrent à quel point votre impact a été important? Ben moi, ça fait un petit peu plus qu'un an que je suis président, puis à chaque mois de mai, des fois mois de juin, je vais remettre des bourses aux étudiants offerts par la Fondation. Et puis, j'ai vu, par exemple, là, une étudiante là, qui avait évidemment, on nommera personne, là, mais une étudiante qui avait certaines difficultés d'apprentissage, et ça jumelé à un milieu pas nécessairement facile de dépendance à certaines drogues ou à l'alcool et tout. Puis, elle s'est relevée, l'école a été là, les ressources, donc pas seulement que les enseignants, c'est le personnel de soutien aussi, ont été là pour la soutenir, mais la Fondation a été également au rendez-vous. Fait que quand on voit des parcours sur 5 ans ou sur 3 ans d'étudiants qui se relèvent, parce que l'important, c'est de se relever dans la vie quand on a des difficultés, puis qu'on est là pour les soutenir, ben c'est toujours motivant, puis ça donne le goût de continuer à aider. Bien, j'imagine que pour ces élèves-là, c'est pas toujours facile non plus de parler du milieu dans lequel ils grandissent. Il peut y avoir de la gêne, de la honte dans certains cas. Donc, ça devient un cercle vicieux. De quelle manière les enseignants ou le reste du personnel de soutien est à l'écoute peut-être de ces situations?
C'est certain qu'on déploie tous les efforts pour pouvoir soutenir les élèves de façon individualisée dans l'école, pour ce qui est du personnel de l'école. Mais quand les familles aussi souhaitent faire des demandes d'aide financière à la Fondation, il y a un formulaire, puis c'est bien indiqué, on n'est pas là pour juger quoi que ce soit, mais évidemment, les demandes sont traitées une par une. Puis je suis bien content aussi qu'on ait quand même aidé plus de 134 familles depuis 2011, notamment à payer les factures puis le matériel. Puis ça a été très apprécié, ça l'est chaque année. Mais dans le développement de l'école, moi, je souhaite qu'on aide toujours de plus en plus de familles, là. Surtout avec les temps qui courent, comme on l'a dit au début, avec l'inflation et tout. Moi, je pense que une fondation d'école publique doit être au rendez-vous lorsque les besoins sont criants. Vous avez été particulièrement actif aussi pendant la COVID auprès de ces familles? Oui, on a aidé un plus grand nombre de familles. On a aidé 28 familles. Là, moi, je pense que c'est pas le nombre qui est c'est l'impact important, c'est l'impact que ça a, parce que nous, on veut toujours aider encore plus les familles. Puis ça, on en reparlera. On veut développer la culture philanthropique et augmenter nos revenus, mais ça va aussi avec les revenus qu'on a à la Fondation puis les sous qu'on a de disponibles. Mais on a aidé en première ligne 28 familles. Puis je veux pas aussi, les étudiants ont vécu pendant la pandémie, des situations où elles devaient s'adapter, les étudiants et les étudiantes, parce qu'ils étaient beaucoup à la maison et tout. Fait que mais on a été au rendez-vous, on a été là pour aider les familles pendant la pandémie aussi. Oui, parce qu'effectivement, si on passe encore plus de temps dans un milieu qui est peut-être difficile pour l'apprentissage, on arrive rapidement dans un cercle vicieux. Exactement. Puis, quand que les étudiants, après la pandémie, parce que un jour sont revenus à l'école en présentiel, on a aussi une sensibilité, j'ai parlé des 3 piliers de la Fondation, mais on a aussi une sensibilité à leur offrir un milieu de vie dans lequel ils se sentent bien. Et c'est un des autres pans du travail qu'on fait à la Fondation, c'est-à-dire qu'on a investi massivement dans les dernières années pour complètement rénover l'auditorium qui peut accueillir plus de 600 personnes quand même. Puis, il y a beaucoup de spectacles qui ont lieu, de spectacles organisés par la communauté étudiante. Puis, c'est 1,2 million de dollars qu'on a investi dans notre auditorium. Puis, on a d'autres projets aussi sur la table pour améliorer l'ère de vie étudiante. Moi, je pense que les gens doivent se sentir bien aussi dans le milieu de vie qu'est une école pour souhaiter y rester, continuer de persévérer pour avoir leur diplôme. Oui, on va en parler un petit peu plus davantage sur ce que vos réalisations et l'impact aussi sur la motivation scolaire, mais peut-être tout juste avant de prendre une courte pause, on parle de familles plus démunies, familles à faible revenu. Une famille à faible revenu en 2024, qu'est-ce que ça représente comme revenu? C'est une bonne question. Une famille à faible revenu, souvent on parle d'un revenu ménage au net de 40 000 et moins. Au net? Au brut, pardon. Oui. Pas au net, au Parce brut. Que je vous disais, là, on est ailleurs. Pardon. Oui, on est vraiment ailleurs. Donc, je m'excuse, c'est moi qui me suis trompé, mais au brut, 40 000 et moins. Et moi, je dirais qu'on essaie de plus en plus d'aider aussi 50 000 bruts et moins, parce que là, on se rend compte que c'est plus difficile pour tout le monde, là. Les gens sont... Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui s'endettent aussi, puis on veut être là quand même pour répondre à leurs besoins. Mais quand les familles veulent avoir de l'aide, ils remplissent ce formulaire, puis ils déposent aussi leur déclaration de revenus, mais évidemment, le traitement est fait de façon confidentielle. C'est juste qu'on veut s'assurer d'aider les gens qui ont besoin d'être aidés aussi, là. Parfait. Jonathan, on fait une courte pause et on revient tout de suite après. Parfait, merci.
De retour à l'émission Les Héros Anonymes, nous sommes toujours avec Jonathan Tanguay, président de la Fondation L'éducation à l'école Pointe-Lévis. On parlait avant la pause, Jonathan, de l'impact d'un milieu de vie sur la persévérance scolaire. Parlez-nous-en davantage. L'impact du milieu de vie, moi, je la trouve vraiment grande, en fait. Je vais prendre peut-être aussi l'exemple de mon histoire personnelle. Là. J'ai moi-même étudié à l'école Pointe-Lévis. J'ai gradué en 2011. Puis, j'ai fait mon secondaire 3 à 5 parce qu'au niveau régulier, on a 3 à 5, mais au niveau programme hors langue et sport, on a de 1 à 5. Puis, moi, ce que j'ai aimé lors de mon passage à l'école, c'est de m'impliquer dans la vie étudiante. Puis d'ailleurs, en secondaire 5, j'étais devenu président de l'école, donc président des étudiants. Puis, vous êtes engagé depuis longtemps, vous. Oui, je suis quand même engagé depuis longtemps, mais ce qui fait toute la différence, c'est vraiment toutes les activités parascolaires, puis tout le plaisir qu'on peut aller chercher en tant qu'étudiant en s'impliquant soit dans les sports, les arts, la culture ou la vie étudiante. Puis c'est un peu ce qu'on veut faire avec la Fondation, c'est de stimuler justement l'art, la culture, le sport, puis d'encourager ces initiatives-là, puis d'améliorer l'environnement qu'est l'école, parce que je vous cacherai pas non plus, quand on arrive dans une classe là, assez traditionnelle, avec des pupitres, le vieux tableau, ça donne pas toujours le goût d'étudier puis d'ouvrir les bouquins pour réussir nos examens. Mais on a aussi une réflexion qu'on a fait il y a quelques mois, à voir est-ce qu'on pourrait aussi, la Fondation, soutenir la transformation de classes traditionnelles en classes flexibles pour les rendre plus attrayantes. Donc, on a toute une réflexion à faire au niveau comment améliorer l'environnement dans lequel l'étudiant est pour lui donner le goût de rester à l'école. Parce que ce qui est assez fascinant, c'est que la technologie a complètement explosé. Il n'y a plus rien de différent que d'il y a 20 ans, 50 ans, 100 ans. Pourtant, si on regarde une salle de classe d'il y a 100 ans et une salle d'aujourd'hui, à part changer le tableau noir par un tableau blanc, il n'y a pas eu de très grands changements. Ben, il n'y a pas eu de très grands changements. Il y a certaines personnes qui diraient c'est bien de garder la tradition qu'est une classe, mais moi je pense qu'une classe doit aussi s'adapter aux nouvelles réalités, qui doit aussi être plus confortable pour l'élève. Donc, ça contribue aussi là, d'améliorer le milieu de vie de l'étudiant à contrer le décrochage scolaire. Donc, ça, c'est important de créer un environnement où les gens sont bien pour qu'ils puissent se rendre jusqu'à décrocher leur diplôme. C'est ça toujours l'objectif de la Fondation. Oui. Puis j'imagine que je voyais que vous aviez un atelier de robotique, vous avez acheté une imprimante 3D. J'imagine que de faire un saut dans le futur en se disant « Hey, je pourrais travailler dans ce domaine-là », qui est peut-être pas un domaine que le jeune, mettons, issu d'une famille peut-être avec plus d'enjeux, aurait rêvé au départ. Ben oui, c'est clair. Puis ça fait toujours partie de ce que je parlais tout à l'heure, donner des chances égales à tout le monde, puis leur permettre de vivre des expériences dans l'école qui vont peut-être les amener vers un corps de métier ou un autre. Puis quand je parlais aussi qu'on appuyait le sport puis les arts, la culture, ben on a eu un projet de salle de danse là, qui a coûté 50 000 qu'on a soutenu. On a aussi une équipe sportive de plusieurs sports, mais notre branding d'école, c'est les Corsaires, l'équipe des Corsaires. Et on soutient aussi, on a remis plus de 28 000 au sport à l'école Pointe-Lévis. Donc, c'est important de soutenir les arts, la culture, le sport, puis justement la transformation de nos classes. Là. On en a parlé beaucoup dans l'épisode de la COVID, justement, les jeunes qui ont été privés de leur sport, à quel point ça a eu un impact sur leur morale. Ben, c'est sûr que ça a eu un grand impact sur le moral, puis je vous cacherai pas non plus qu'il y a beaucoup d'étudiants et étudiantes qui étaient bien heureux, qui pratiquent le sport, qui étaient bien heureux de revenir après la pandémie en présentiel. Des cours de gym à distance, là, c'est pas fait pour tout le monde. Donc, c'était bien, là. C'est bien que quand ils reviennent, ben, ils puissent voir que la Fondation est au rendez-vous pour soutenir le sport. D'ailleurs, il y avait un gala hier des Corsaires à lequel la Fondation justement a remis une bourse. Donc, c'est
c'est toujours, ça fait toujours chaud au cœur des étudiants de voir que leur fondation est au rendez-vous. J'ai su aussi que vous étiez assez pionnier à l'école en matière d'école verte. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? D'école verte, ça c'est Relié à c'est vrai. l'environnement. Ça me rappelle des souvenirs. Il y a eu des transformations au cours des années là, à l'école Pointe-Lévis. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'étais là en 2011, au début, quand la fondation a été créée, Ben oui, c'est ça, hein, vous avez gradué l'année que la fondation est la, née. fonda- que la fondation est née exactement. Mais moi, quand j'étais là au début, à la cafétéria, c'était pas de la vaisselle et des ustensiles. Oui. Donc, c'est sûr qu'il y a eu un virage à ce niveau-là. Mais on a aussi un projet, là, bientôt. Je peux pas trop en parler, mais on a un projet, puis j'invite les gens à suivre Allez, qu'est-ce que la donnez-nous le Fondation fait. scoop, là. Il y a, il y a un projet là, d'aménagement aussi sur le terrain de l'école là, qui va être fait en concertation avec des entreprises. Puis il va y avoir une dimension environnementale au projet. Donc ça, c'est aussi le cas. On est pionnier. Mais moi, je pense que aussi ce qui est important, puis peut-être qu'on se dirige vers là dans la discussion, mais c'est de développer toujours la culture philanthropique de notre organisation, puis d'aller chercher des partenaires, parce qu'il n'y a rien de tout ce qu'on fait qui est possible sans la contribution de partenaires, d'entreprises, puis d'individus dans notre communauté. Et là, vous êtes à Lévis, donc j'imagine hein, que une des organisations qui est née à Lévis, c'est le Mouvement des Jardins. Je crois qu'ils sont parmi vos principaux donateurs. Oui, Oui. sont très présents. Puis en plus de ça, l'école Pointe-Lévis est directement voisin de la Cité des Jardins avec les différents complexes là, du Mouvement des Jardins. Donc, c'est clair que c'est un partenaire super important qui est là depuis le début, mais on a d'autres grandes entreprises sur notre territoire là, qui nous donnent un coup de main, ou comme Valero, par exemple, l'Autobus Auger, donc ceux qui assurent le transport de nos élèves qui contribuent à la fondation, notamment justement à l'aide aux familles. Là. Ah oui. J'interpelle particulièrement Autobus Auger. Sinon, on a d'autres partenaires comme Technion, comme la Banque nationale, parce que la Caisse des Jardins est là, mais des fois, ça donne l'envie à d'autres institutions financières d'embarquer. Le Mieux Nollet, Groupe Quattro Architecture. Donc, on a différents partenaires qu'on essaie d'entretenir chaque année, de stimuler puis de développer aussi davantage de partenariats. Quelle statistique vous leur présentez à ces entreprises pour leur dire que c'est un investissement qui est rentable et qui vraiment fait fructifier, là, qui a vraiment un impact sur l'éducation? Bien, on leur montre les résultats en nombre justement de bourses octroyées, d'aide financière, de familles aidées, puis on les fait rêver sur jusqu'où on pourrait aller. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a 2300 étudiants, puis ça va en augmentant, mais on a 2300 étudiants à l'école, puis on n'aide pas l'ensemble de celles et ceux qui ont des besoins. Donc, c'est vraiment de dire aux partenaires, plus qu'on va avoir de partenaires, plus qu'on va être capable de réaliser des projets, de répondre à notre mission première, comme j'en parlais, de soutenir les familles, d'appuyer avec des bourses, d'offrir du matériel, de soutenir des projets enseignants, d'offrir du matériel didactique, mais aussi de réaliser des grands projets. Puis là, un des grands projets qui s'en vient, c'est vraiment la réflexion complète de l'ère de vie étudiante lorsque les étudiants sont en pause et tout. On a fait le hall d'entrée, on a refait le hall d'entrée au complet, on a fait l'auditorium, on a fait la salle de danse, mais là, on est rendu à l'ère de vie étudiante. Mais ça va coûter cher. Puis le centre de service scolaire va payer une partie, mais pas la totalité. Donc, la fondation doit être là pour pouvoir soutenir ce développement-là. Là. Et dites-moi, c'est fantastique d'avoir des installations, mais ça prend aussi du personnel pour pouvoir animer tout ça. J'imagine que vous faites vos demandes auprès du gouvernement là, pour avoir le personnel, pour être sûr de créer de la vie au milieu de tout ça. Ben, nous, on a une technicienne en loisirs qui fait un incroyable travail, qui était là. D'ailleurs, c'est ça qui est drôle, elle était là au début. C'était ses premières années là, comme technicienne en loisirs. Quand j'étais étudiant, elle était là. Puis c'est l'une des fondatrices là, de la fondation de l'école Pointe-Lévis. Puis c'est certain là, qu'elle a des partenariats, des collaboratrices, mais elle fait un travail exceptionnel pour justement entretenir la vie étudiante. Mais c'est sûr que plus qu'on a de gens, plus qu'on a de bras, mieux on va se porter. Oui.
Peut-être en terminant, il y a des élèves aussi de l'école Pointe-Lévis là, qui se distinguent en mathématiques, en logique aussi, j'ai appris? Oui, exactement. Donc, il y avait eu, à chaque année, il y a un concours de mathématiques. Puis, d'ailleurs, là, on a remis des bourses là, aux élèves méritants. Là, puis, ça a été annoncé là, qui ont brigué pas la première place, mais dans les premiers, dans le classement de 10 meilleurs là, en mathématiques dans la province. Donc, il y a des belles distinctions que nos étudiants reçoivent. Peut-être aussi, je ferai le pont, je vois que le temps file, là, mais au niveau des événements récurrents qu'on organise, on a un événement qui s'appelle le micro-découverte. Puis, le micro-découverte, c'est un bière et saucisse où on invite nos partenaires. Puis donc, on invite les gens de la microbrasserie. communauté. Des bières de microbrasserie, exactement, avec des saucisses. On invite les partenaires à se joindre à nous. Mais cette année, on a la chance vraiment de compter sur un coprésident et une coprésidente qui ont terminé leur secondaire, qui ont un lien spécial avec l'école Pointe-Lévis en promotion 87-88 et qui sont en couple depuis ce temps-là, mais que c'est une femme d'affaires et un homme d'affaires, donc président, vice-président de Transit, qui est une grosse entreprise à Lévis, qui s'approche du 100 millions de chiffre d'affaires et qui est aussi l'une des sociétés les mieux gérées au Canada. Mm-hmm. Donc, c'est des belles histoires de parcours d'étudiants, d'étudiantes. Puis, ils vont prêter main forte là, pour qu'on puisse amasser des sous pour la Fondation pour notre édition de cette année. Ce sont un message, en fait, c'est des beaux messages d'inspiration que vous nous faites, Jonathan. Je sais que votre site Internet est en construction, mais sinon, vous êtes sur des plateformes de médias sociaux? Oui, on a École Pointe-Lévis, on a la Fondation de l'École Pointe-Lévis aussi sur Facebook, donc sur les réseaux sociaux, mais on est en train, c'est un chantier qu'on travaille là, pour un peu refaire l'image de marque de la Fondation. Donc, l'un des chantiers, quand je suis arrivé, c'était d'avoir une bonne base de données, évidemment, de mettre à niveau cette partie-là de la Fondation, mais en respectant évidemment la loi 25 sur la protection des renseignements personnels, ça c'est sûr. Mais notre deuxième chantier, c'était vraiment de revoir au niveau des communications de la Fondation. Donc le site est en refonte, mais suivez ça. Le site c'est feepl.org, puis ce sera bientôt le nouveau site Internet là, qui va être disponible. Merci beaucoup, Jonathan Tanguay, d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes président de la Fondation de l'éducation de l'École secondaire Pointe-Lévis. Merci beaucoup. Merci, au plaisir. Au revoir. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré. De retour aux Héros Anonymes et je reçois maintenant en studio, on est tellement contents quand on a le privilège d'avoir nos invités en studio, les regarder dans les yeux et de voir toute la passion qu'ils ont pour leur métier. Et quand on a la chance d'avoir des gens comme ça qui travaillent fort avec leur équipe pour faire une différence, bien, on aime leur offrir la tribune pour qu'ils puissent raconter tout ce qu'ils font. Et donc, nous sommes avec Sylvie Chamberlain du Carrefour solidaire, Centre communautaire d'alimentation. Et vous allez voir, ce sont des initiatives extrêmement riches parce qu'on agit de façon globale. Et vous allez voir que vous fassiez partie de gens qui ont peut-être plus de difficultés à atteindre les deux bouts ou pour qui, je dirais, l'insécurité alimentaire n'est pas nécessairement là. Bien, vous allez être interpellés par cette entrevue, je vous le promets. Bonjour Sylvie. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a énormément d'initiatives qui sont faites autour du Carrefour solidaire et juste avant que vous vous installiez, vous avez dit le mot « chaîne de solidarité ». Et c'est vraiment l'aspect qui nous a le plus intéressé parce qu'on voit à quel point c'est un écosystème, l'alimentation, et qu'on peut tous agir à ce niveau-là. Donc, quand on parle de chaîne de solidarité, de quoi on parle? Oui. Bien, en fait, c'est qu'on part du principe que tout le monde a besoin de manger,
que tout le monde, c'est un besoin de base fondamental. Et on s'est dit, pourquoi pas rassembler tout le monde à une même table, en fait, finalement, puis d'utiliser les forces des uns. Fait que ça peut être une force monétaire, mais aussi des énergies vives à contribuer finalement à l'organisme. Mais pourquoi pas rassembler tout le monde autour d'une même table et de créer justement cette espèce de chaîne de solidarité-là pour en fait, vraiment venir susciter l'intérêt de tout le monde, mais aussi de rassembler tous les profils de la société. Oui, parce que souvent, quand on pense, par exemple, à ce type d'organisation, on va associer banque alimentaire. Mm-hmm. Mais c'est beaucoup plus grand ce que vous faites. Oui, vous distribuez des repas, mais vous travaillez aussi vraiment en amont, les cuisines collectives, aussi les jardins. Mm-hmm. Et il y a des endroits où, peu importe notre revenu, on peut aussi aller faire notre épicerie puis encourager les familles qui ont peut-être besoin plus d'un coup de pouce. C'est qu'on va parler de tout ça. Mm-hmm. Parlons des jardins d'abord. Hein. Là, c'est parce que c'est l'hiver, puis moi, ça me fait rêver, les jardins. Qu'est-ce que vous faites avec les jardins communautaires? Oui, donc en fait, on a des jardins collectifs. Collectifs. C'est différent de communautaire? C'est différent. En fait, les jardins collectifs, ce sont vraiment des espaces où on apprend à cultiver ensemble, où un groupe de jardiniers va à développer ses compétences horticoles, mais aussi apprendre à récolter puis à partager avec la communauté. Donc, ce sont des séances de jardinage qu'on anime. Et on a différents projets là, à Montréal, dans le secteur centre-sud, dont une promenade des saveurs là, qui est un grand jardin installé sur la rue Dufresne, un tronçon de la rue Dufresne fermé à la circulation. Et puis, vraiment, l'idée là, et l'esprit du jardin collectif, c'est vraiment le partage, finalement. Le partage des connaissances, mais aussi un lieu de rassemblement. Les gens qui viennent, on a différents niveaux de compétences. Fait qu'il y a autant des débutants que des personnes qui reviennent à chaque année depuis des années, qui ont un niveau plus intermédiaire, même professionnel à la limite. Exactement. Fait qu'il y a un beau maillage qui peut se faire entre les participants. Puis il y a aussi cette chaîne de solidarité-là qui se crée finalement dans les jardins collectifs parce que des jardiniers plus expérimentés vont donner des conseils à des jardiniers débutants. Fait que, oui. Dont le pouce vert est un petit peu pâle. Oui, puis c'est une bonne façon. En fait, les jardins collectifs sont vraiment des bonnes façons d'apprendre pour après retourner avec son bagage pour après aller vers un jardin communautaire, entre autres, ou jardiner sur son balcon, ou avoir une autre façon de cultiver. Dans les jardins collectifs, c'est pas une question de revenus. Tout le monde peut y aller. En fait, ça, je peux peut-être même répondre tout de suite. Là, on a très peu de programmes qui sont exclusivement pour les personnes en insécurité alimentaire. L'ensemble de nos programmes s'adresse à l'ensemble de la population aussi. Donc, on a le programme de la carte proximité, la trousse manger dans le centre-sud qui vraiment vient s'adresser aux personnes dans une situation d'insécurité alimentaire. Mais sinon, l'objectif, là, c'est que ça soit ouvert à tout le monde. Excellent. On parle de carte proximité fermière solidaire. Oui. Qu'est-ce que c'est? La carte proximité, en fait, c'est un programme de coupons nourriciers. Donc, c'est une carte physique là, en plastique, similaire à une carte cadeau ou une carte de débit même, sur laquelle on vient déposer un montant mensuel pendant la saison d'été, donc la saison estivale là, de juillet à octobre. Et cette carte-là, elle est distribuée via un grand réseau d'organismes communautaires à des bénéficiaires, donc des participants. Les participants vont pouvoir utiliser leur carte dans des marchés participants, en fait, là, pour acheter l'alimentation qui leur convienne. Donc, ils vont choisir les aliments. L'objectif, c'est vraiment d'améliorer l'accès alimentaire, donc en augmentant le pouvoir d'achat, mais aussi d'encourager l'achat local. Donc, on a tout un travail aussi qui se fait autour des marchés là, pour les accompagner à mieux s'approvisionner, puis mieux mettre en valeur aussi le travail qu'ils font déjà. Ça fait en sorte le fait de choisir ses aliments, ça contribue à une certaine, j'imagine, on est dans une action, on est dans de la fierté versus recevoir un
un sac qui est déjà tout fait puis qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Oui, en fait, c'est l'essence même de ce projet-là. Donc, c'est vraiment de redonner aussi une dignité en ayant le pouvoir de choisir ses aliments. Puis, en fait, la dignité est au cœur, là, c'est vraiment une pièce moteur du Carrefour, là, c'est aussi inscrit dans son ADN, je dirais, là. Donc, c'est vraiment de pouvoir avoir un accès à l'alimentation de manière digne en s'éloignant du modèle de la charité chrétienne aussi, puis dans comment le milieu communautaire s'est construit au Québec, là. Donc, on essaie de trouver des manières alternatives puis qui redonnent cette dignité-là aux gens. J'imagine, il y a tout un travail d'éducation parfois avec certains fruits et légumes que, justement, en milieu traditionnel, peut-être qu'on ne voit pas. Des fois, l'offre est très limitée dans certains marchés. Je vais donner l'exemple, j'ai déjà habité à Pointe-Saint-Charles. J'ai été impliquée sur le conseil d'administration de la clinique communautaire et pourtant, on était tout près du marché Atwater. Mais il y avait tout un pan de la population qui n'y allait jamais, qui ne voyait pas l'abondance des fruits et légumes. Et le petit marché qui était là sur place avait très peu de fruits et légumes et ils n'étaient pas beaux, ça ne donnait pas envie. Puis c'est de savoir comment, justement, quoi en faire. Oui, il y a quoi en faire parce que, oui, il y a toute une partie qui est de la découverte de nos légumes ancestrales ou qui sont produits au Québec, mais il y a aussi le fait de pouvoir avoir accès à ces lieux-là. Et ça, cet été, on a un nouveau programme. En fait, on a un développement sur le plateau Mont-Royal. Donc, les marchés participants, c'est les marchés fermiers. Puis un des messages qui a été très fort, c'est la première fois en un certain nombre d'années qu'elle a pu aller dans ce marché-là. Donc, la participante le voyait toujours de loin, mais ce n'était pas pour elle. C'est un marché qui n'était pas pour elle. Donc, de pouvoir y accéder, ça rend tout aussi la valeur à cette carte-là. Qu'est-ce que vous voulez dire que ce n'était pas pour elle? Parce qu'il y a financièrement, tu sais, il y a... En fait, il y a une espèce d'idée préconçue que les marchés fermiers ou les marchés publics s'adressent à une certaine tranche de la population, finalement. Donc, cette idée-là, elle est quand même véhiculée chez les personnes qui vivent de l'insécurité alimentaire. Donc, je ne vais pas aller dépenser les dollars que j'ai à ce marché-là parce que mon montant est très limité. Donc, c'est vraiment le fait de pouvoir dépenser cet argent-là spécifiquement dans des marchés publics fermiers rend cette fierté-là, en fait. Et il y a deux établissements. Je comprends le marché solidaire Frontenac et l'épicerie populaire Trois-Paniers. Est-ce que ça se peut que le marché solidaire Frontenac, c'est près du métro Frontenac ou autour? Oui, là, il me semble l'été. C'est vous qui êtes installé là? Oui, certainement, c'est ça. Donc, le marché, il est vraiment, ça fait une dizaine d'années qu'on est sur le parvis du métro Frontenac, donc entre la conjoncture de la Maison de la Culture puis le métro. C'est un marché saisonnier, donc qui est ouvert de mai à octobre. Puis ce marché-là, en fait, a une vocation sociale aussi. Là, c'est aussi un commerce d'économie sociale, mais dont la mission est de rendre accessibles les producteurs locaux, donc les aliments locaux. Contrairement à l'épicerie des Trois-Paniers, cette épicerie-là a vraiment la mission de rendre accessible toute l'alimentation plus abordable. Donc, la notion de l'achat local est vraiment présente aussi, là, parce que ça fait partie des valeurs profondes du Carrefour, mais c'est l'abordabilité qui est en premier plan pour cette épicerie-là. On parlait de chaîne de solidarité. Comment vous faites pour arriver à ce que l'épicerie offre des prix moins chers? C'est une bonne question. En fait, c'est il faut dire, là, il y a souvent cette interrogation-là. Est-ce que l'épicerie, c'est des dons? Non, ce ne sont pas des dons. Nous, on fait affaire avec des fournisseurs, des producteurs locaux, mais qu'on a toute une stratégie aussi de comment mieux s'approvisionner directement auprès des fermes. On a des subventions pour avoir accès à ces produits-là. Mais
comment fonctionne l'épicerie, en fait, c'est que le premier prix, le prix solidaire, c'est un prix qui a pratiquement pas de marge de profit, qui même parfois est subventionné pour rendre encore plus accessible certains produits comme la viande, les œufs, le lait. Donc, le premier prix, c'est le prix le moins cher. Le deuxième prix suggéré, c'est le prix plus une petite marge de profit là, raisonnable au projet d'économie solidaire. Puis le prix au suivant, c'est un prix avec une marge un peu plus grande pour venir finalement compenser le prix solidaire. Fait que cette chaîne de solidarité-là est vraiment présente auprès de l'épicerie Trois Paniers parce qu'on invite justement les personnes qui ont cette capacité financière-là de venir, d'utiliser ce service-là, puis de payer finalement le prix donné au suivant qui vient finalement balancer la marge de profit qu'on n'a pas. Et disons très concrètement, là, Oui. si je suis habituée de faire mon épicerie dans une grande chaîne et là, je veux aller à l'épicerie populaire Trois Paniers, comment se comparent les prix, par exemple, dans le prix au suivant? Comment se compare, vous voulez dire? Si je fais mon épicerie, par exemple, chez Métro, chez Provigo ou Super C, je sais qu'il y a quand même des marges, c'est des prix différents. Oui. Mais comment, si je vais à l'épicerie populaire Trois Paniers, c'est quoi la différence? C'est difficile en fait, c'est parce que les grandes chaînes sont très opaques sur les marges de profit qu'ils vont chercher pour chacun des produits. Fait que c'est difficile d'avoir une comparaison juste. Par contre, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que le choix revient à au client. Donc, les personnes vont choisir les aliments, puis c'est à la caisse qui va se présenter l'option, en fait. Donc, on va présenter les 3 options et c'est vraiment le client qui va choisir le prix le moins cher ou le prix qu'il souhaite. Là. Mais mettons le prix le plus élevé. Oui. Est-ce que si je vais faire mon épicerie dans un marché traditionnel, c'est à peu près équivalent? Moi, je pense, honnêtement, là, en toute franchise, je trouve que c'est moins cher à l'épicerie Trois Paniers. OK. En toute franchise. Mais on sera jamais aussi compétitif que les promotions. Les grandes capacités, tu sais, les grandes bannières vont aussi acheter à perte pour attirer les gens. Tu sais, ils ont toutes sortes de stratégies, finalement, commerciales. Nous, on ne fait pas ça. Tu sais, on n'aura jamais des produits qu'on va vendre à perte si ce n'est pas déjà décidé par... Mais il reste que ce que je comprends, tout le monde doit manger, comme vous le dites. Si on n'est pas en situation d'insécurité alimentaire et qu'on a envie de soutenir, on peut aller à l'épicerie populaire Trois Paniers, puis on va à peu près payer à peu près ce qu'on payerait, peut-être même voire moins. Mais en fait, ce qu'on entend des personnes qui payent le prix au suivant, c'est qu'ils trouvent que c'est moins cher. Bon. C'est difficile pour moi de comparer parce que, bon, c'est ça, la situation fait que qu'il y a une marge là, qu'on n'a pas accès, mais les personnes qui choisissent le prix au suivant nous disent que c'est moins cher. On va voir tout de suite après la pause une autre occasion auquel tout le monde peut contribuer. On va parler des bols du quartier notamment. Donc, on fait une courte pause et nous sommes de retour tout de suite après au Héros Anonyme. Ici Chantal Doré, de retour au Héros Anonyme. Nous sommes en belle grande discussion avec Sylvie Chamberlain du Carrefour Solidaire, Centre communautaire d'alimentation. Donc, on a dit on peut bénéficier là, de l'épicerie populaire Trois Paniers. Une autre façon dont tout le monde peut soutenir aussi votre mission, c'est d'aller au repas communautaire du mardi-jeudi sur la rue Sainte-Catherine. Ce sont les bols du quartier. Qu'est-ce qu'on y retrouve?
Les bols, c'est vraiment notre un petit programme chouchou, un petit bonbon, en fait, parce que tout le monde est aussi bienvenu au bol. Et c'est des repas communautaires. Donc, on part du principe que c'est nos cuisinières, notre équipe en cuisine qui prépare ces repas-là. On a un menu avec une option végétarienne toujours. Et les gens viennent, on a un service aux tables comme au restaurant. Et puis, c'est à contribution volontaire. Donc, c'est différent de quand, justement, on va manger au restaurant où on a un prix fixe, on connaît le prix. C'est différent aussi de d'autres organismes communautaires qui offrent des repas, qui ont aussi un prix fixe. Nous, on fonctionne avec, justement, cette espèce d'élastique-là qui est connu dans le milieu de l'insécurité alimentaire. Donc, on permet à ce que les personnes qui n'ont pas de moyens financiers de pouvoir manger quand même, comme au restaurant, finalement, là, dans cette dignité-là, mais aux personnes, aux travailleurs, aux gens, aux résidents du quartier, à aussi venir manger dans ce même environnement-là, puis de pouvoir contribuer, finalement, à la hauteur de leurs moyens, puis de ce qu'on sait ce que ça coûte aller manger, finalement, luncher au petit resto, au petit café du coin. Oui. Je sais qu'il y a eu tout un mouvement à un moment donné du café au suivant où on payait le café pour la personne après. Donc, si vous êtes le genre à avoir ce grand cœur-là, je vous incite peut-être à aller au bol du quartier parce que, bon, on ne veut pas faire de généralisation, mais on s'entend qu'au Starbucks, si vous êtes capable de commander un café avec latte, mocha et tout et de payer le 4-5 $ que ça représente, c'est peut-être pas... Et plus, oui. C'est peut-être pas vous qui en avez le plus de besoin, mais là, il y a une belle initiative, les bols du quartier, qui nous permettent de soutenir. Et je sais que vous avez même fait des menus de pays différents, de cultures différentes. Il y a différentes personnes qui ont pris ça en charge. Oui, donc on a depuis plusieurs années là, l'idée de mettre plusieurs culture culinaire à l'honneur. Donc, on a, avec les bols du quartier, on a nos cuisines du monde. Donc, on participe avec une personne de la communauté qui gravite autour de nous, tu sais, qui va être une bénévole mexicaine ou on va faire vraiment une recherche. On aimerait avoir, par exemple, mettre à l'honneur l'Iran cette année, où on aimerait mettre à l'honneur, bon, on choisit en comité là, quel pays on veut mettre à l'honneur, puis on travaille avec cette chef-là qui est experte dans son domaine, dans sa cuisine, mais pour faire découvrir finalement cette cuisine-là à un plus grand nombre de personnes. Et il y a aussi un autre programme, le Boîte à lunch Centre-Sud, où là, on est dans l'apprentissage, apprendre à cuisiner, ou ce sont des boîtes à lunch qui sont distribuées. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est vraiment un programme éducatif, donc pédagogique, où les enfants vont... c'est des ateliers qui vont apprendre un peu c'est quoi les aliments qu'on a. Il y a toute une partie de découverte de nouveaux aliments. Ils vont faire des sushis, ils vont faire des tacos, mais vraiment... la pâte de tacos. Ils vont vraiment découvrir l'alimentation, puis ils vont ressortir avec leur boîte à lunch pour le lendemain, qui parfois se rend pas au lendemain parce qu'il y a trop partagé avec leur famille en rentrant à la maison, mais c'est un programme parascolaire finalement. Et est-ce qu'il y a le classique cuisine collective où on peut vraiment aller cuisiner tout le monde ensemble et faire en sorte que nos repas de la semaine sont prêts? Oui, on a différentes formules, en fait, de cuisine collective et communautaire. On a des groupes fermés, on a des groupes de cuisine végétarienne. Donc, on a vraiment différentes sortes de cuisine collective qui est toujours animée, qui est toujours... tu sais, parfois, il va y avoir un groupe de cuisine plus traditionnel où les gens vont décider du menu ensemble, faire des achats. Mais la majorité de nos cuisines on choisit le menu pour la session, puis nous, on prend en charge les achats et ça fonctionne avec une contribution volontaire. Encore là, c'est pour les citoyens de tout cercle, oui, de tous les profils, mais c'est certain que ça rejoint un plus grand nombre de personnes qui vivent dans l'insécurité alimentaire. Et j'imagine que là, justement, avec l'implosion des prix, il y a de plus en plus de gens qui pourraient en bénéficier. Oui, les cuisines collectives, mais aussi, je reviens un peu à la carte proximité. C'est sûr que nous, on fait beaucoup de démarches pour aller chercher plus de fonds à distribuer parce que il y a un plus grand nombre de personnes, en fait, qui vivent dans cette situation-là d'insécurité alimentaire.
Mais il y a de la place dans nos cuisines collectives, dans nos autres programmes également. Là. Ouais. Donc, on peut vous aider en faisant des dons, on va sur le site Internet, on peut vous aider. On peut également s'inscrire pour être bénévole. Je voyais que votre plateforme est quand même bien faite, là, si on veut aller... C'est facile de dire « je vais être bénévole », on n'a pas à parler nécessairement à quelqu'un au téléphone, on peut rentrer, on réserve son quart de travail. Exactement. Donc, tout ça se fait en ligne. Il y a parfois là, un besoin de parler avec, avec notre responsable des bénévoles quand même, mais tout ça se fait en ligne. Puis si la manière numérique est un frein à la participation, on est vraiment toujours content de prendre un appel. Oui, je pense que c'est dans les deux cas. Je discutais avec mes collègues ce matin, ils disaient que les plus jeunes, c'est plus le téléphone qui est un frein d'appeler. Chez les plus âgés ou peut-être les gens qui ont des difficultés de littératie, c'est peut-être la plateforme numérique. Donc, si on a envie de donner de son temps, tous les moyens sont là en place pour faire en sorte qu'on peut le faire. Je voyais également qu'il y a toute une réflexion sur le zéro gaspillage. Est-ce que c'est des ateliers que vous donnez? C'est un programme qu'on a opéré il y a quelques années, mais qui est resté dans nos valeurs de l'organisme. On a vraiment un souci à diminuer notre empreinte écologique comme organisme communautaire. Et puis, on essaie en fait, le gaspillage alimentaire, on a une grande... On a un grand intérêt, en fait, à dissocier le gaspillage alimentaire de l'insécurité alimentaire, qui sont deux problématiques complètement distinctes, mais on a vraiment ce souci écologique-là de faire attention, en fait, à la gestion de nos aliments qui ne sont pas nécessairement des déchets, mais de les revaloriser puis de leur donner... de préparer des bons plats savoureux avec des aliments de seconde catégorie, entre guillemets. Oui, c'est ça. J'ai vu aussi dans différentes entreprises d'économie sociale, j'ai acheté l'autre fois une salsa qui était faite justement avec des tomates ça dit amoché mais il y avait toute une marque autour de ça, sympathique, de dire sauvez-les. Oui. Je trouvais ça intéressant de voir que c'est peut-être pas des belles tomates qu'on choisirait, mais là, elles sont récupérées plutôt que d'être jetées. Exactement. En fait, nous, notre vision du gaspillage alimentaire, c'est beaucoup dans cet esprit de sensibiliser les gens au mode de consommation, en fait, qu'on a. Donc, et puis, on a aussi cette vision que le gaspillage alimentaire, ou en fait, les moins beaux, les légumes moches, disons-le comme ça, ne sont pas juste pour les personnes, justement, en insécurité alimentaire, mais peuvent être revalorisés pour être accessible à l'ensemble de la population. Il y a ce côté-là, parfois, où on va justement rajouter de la cire, je crois, sur certains aliments pour leur donner une belle apparence. Mais il n'y a pas justement une réflexion à faire sur le côté environnemental de rendre les légumes beaux versus ça n'a rien à voir avec les qualités nutritives. Exactement. Puis, l'idée, c'est de sensibiliser juste un plus grand nombre de personnes et c'est ce qu'on peut faire aussi quand on cultive dans nos jardins collectifs, quand on apprend à voir comment on produit nos légumes, on est peut-être un petit peu plus conscient de ceux qui sont vendus dans les tablettes d'épicerie. Vous me parliez à la pause de votre comité citoyen? Oui, en fait, on a un vraiment beau comité qui s'appelle le CARA, donc le Comité d'action et de réflexion pour l'autonomie alimentaire, qui est un... J'aime ça en parler parce que c'est un comité qui existe depuis 2018, donc c'est riche d'avoir cette espèce de noyau de personnes qui réfléchissent à qu'est-ce qu'ils veulent comme alimentation, qui ont des grandes questions aussi philosophiques qui est très concrète, comme le droit à l'alimentation, puis comment on peut, nous, agir en tant que citoyens pour améliorer, finalement, cette situation-là, puis de ne pas rester dans ce cycle-là. Tu sais, c'est à quelle échelle on peut faire changer les choses pour qu'il y ait un impact sur les citoyens. Oui. Mais c'est tout le côté aussi d'apprendre à cuisiner, moi, que j'aime bien, parce que si on ne sait pas planifier une épicerie, ben peut-être qu'on va justement pas nécessairement réussir à faire des bons choix, ou si on ne sait pas comment bien utiliser des légumes qui sont peut-être moins chers, mais on ne sait pas comment les utiliser, ben c'est là qu'on va avoir tendance à l'acheter du déjà préparé, puis on va s'enfermer dans un cercle vicieux. Alors, merci d'exister, Sylvie Chamberlain et Carrefour Solidaire. Votre site Internet?
Oui, tout simple, Carrefour solidaire en un seul mot.org. Donc, ça a été un plaisir de vous découvrir, vraiment de voir comment vous réussissez à mobiliser une communauté dans le Centre-Sud et qu'on peut tous y contribuer. On peut même, je pense, acheter des cartes de proximité en cadeau. Oui, il y a une fonctionnalité, donc ça, il faut nous appeler pour... c'est pas aussi facile que notre plateforme de bénévolat, mais c'est possible. On vous appelle à ce moment-là. Donc, le numéro de téléphone est sur le site. Merci beaucoup, Sylvie. Et c'est ainsi que se termine notre 4e épisode de la saison 3 des Héros Anonymes. C'était Chantal Doré au micro, entourée de notre dynamique équipe, Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier en régie et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Nos épisodes sont disponibles sur notre site internet canalem.vuesetvoix.com et sur Spotify. Je vous invite à nous retrouver la semaine prochaine avec encore des héros anonymes à découvrir. Et si vous-même, vous avez entendu sur d'autres plateformes ou vous connaissez des gens qui se dévouent pour maintenir le filet social en place ou qui vraiment qui ont un grand cœur, font une différence, appelez Catherine Bourderon, puis elle va s'assurer qu'on puisse les recevoir à l'émission. Donc, je vous souhaite une merveilleuse semaine et soyez à l'antenne la semaine prochaine avec nous. À très bientôt!